Hop là. Je suis pédologue à l'ONF et mon travail consiste à transférer les résultats de la recherche sur les sols forestiers auprès des praticiens forestiers, donc essentiellement les gestionnaires. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion durable des sols forestiers, les nouvelles connaissances, pourquoi on en a besoin et la boîte à outils qu'on a construit avec donc Laurent Gusto de l'INRAE et un auto-entrepreneur, Thomas Bronner, qui, je crois, nous écoute. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un peu des évolutions des pratiques parce que c'est un peu ça qui a conditionné le besoin d'aide à la décision et le besoin de connaissances sur les sols forestiers. Ces évolutions des pratiques, je les ai résumées brièvement. Il y a d'abord la mécanisation. Vous savez qu'avant, on avait des bûcherons qui venaient manuellement couper les arbres en forêt. Maintenant, se développent des machines de bûcheronnage qui viennent couper les arbres et donc le bûcheron se trouve à l'intérieur de la machine et n'intervient plus manuellement. Forcément, ça veut dire que des engins circulent sur les sols. On a une deuxième évolution qui est assez impactante pour les sols, qui est la logique de flux tendu. Cette logique de flux tendu voudrait qu'on sorte en permanence du bois de nos forêts. Donc, ah oui, pardon, je devais couper ma caméra. Hop là, excusez-moi. Qu'on sorte en permanence du bois de nos forêts et que donc cette récolte, en fait, ces engins circulent, quelles que soient les conditions météorologiques sur les sols. Et la dernière évolution, qui n'est pas la moins impactante, c'est la diminution du prix du bois. Vous voyez sur les graphiques à droite que la récolte de bois est à peu près constante pour le bois d'œuvre et le bois d'industrie. Elle tend à augmenter pour le bois d'énergie. Et quand on regarde en termes d'euros commercialisés, en fait, le nombre d'euros commercialisés chute drastiquement, notamment pour le bois d'œuvre. Cette diminution des prix du bois a une conséquence sur la manière dont on va récolter le bois, puisque si la récolte de bois rapporte moins d'argent, forcément on a moins d'argent à consacrer à la récolte. Et ça va impacter pas mal les sols. Alors, donc ces évolutions, mécanisation, flux tendu, diminution des prix des bois, font qu'on va avoir une circulation des engins par tous les temps. Et la récolte par arbre entier tend à se démocratiser. Alors, c'est quoi cette récolte par arbre entier ? Pour diminuer les coûts d'exploitation, le bûcheron qui est dans sa machine, le plus simple, c'est qu'il coupe l'arbre à la base de l'arbre et qu'il le sorte en entier plutôt que de recouper dans le houppier, donc de laisser les branches au sol. Donc finalement, il va y avoir un export complet de l'arbre hors de la parcelle. Cette circulation par tout temps et cette récolte par arbre entier peut avoir des impacts non négligeables sur les sols. Et ces impacts en contexte de climat changeant et de pression accrue du gibier. Donc là, je vous ai juste montré sur deux graphiques, deux exemples d'impact des changements climatiques. Donc le premier sur le déficit foliaire et les dépérissements. Vous en avez sûrement entendu parler. On a eu une année dernière très très compliquée en termes de dépérissement. La pression accrue du gibier qui augmente quand même drastiquement depuis les années 70. Donc là, c'est le nombre de cerfs qui ont été tirés depuis les années 70. Vous voyez quand même que la courbe, voilà, elle est assez révélatrice du problème. Font que on a des échecs de régénération et que finalement la forêt arrête de pousser toute seule. Voilà, donc ces impacts sur les sols, accompagnés de ces changements climatiques et de cette pression accrue du gibier, font qu'on a de plus en plus de soucis et qu'on a un besoin urgent d'aide à la décision. Donc de comprendre ce qui se passe, comprendre comment fonctionne l'écosystème forestier et notamment le sol, et d'aider les gestionnaires à trouver les pratiques les plus durables. Alors, juste quelques illustrations des impacts de la circulation par tout temps, quelles que soient les conditions météo. Donc, le premier impact, c'est l'orniérage. Vous l'avez probablement tous vu en forêt. Les deux images du haut, on a effectivement des sols qui sont mal axés dans tous les sens. On voit donc que l'eau va avoir tendance à stagner dans ces ornières créées. Forcément, dessous, qu'est-ce qui se passe ? On voit la belle structure lamellaire. Donc là, la photo centrale, c'est un sol sableux issu du grès des Vosges. Et on voit quand même une belle structure lamellaire suite à la circulation des engins. Et la photo de droite, cette structure lamellaire, on voit que quand elle s'accompagne d'un engorgement temporaire, ce qui est souvent le cas, on voit bien les lamelles bien parallèles à la surface du sol. La récolte par arbre entier, juste pour l'illustrer, la photo à gauche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'engin coupe l'arbre à sa base et puis va exporter et poser en bord de route l'arbre entier avec donc le feuillage et les fines branches. Donc on passe d'une situation où avant ces fines branches et ce feuillage restaient au sol, donc la photo en haut à droite, à une situation où
tout ça est exporté hors de la parcelle et finalement, on arrive avec un sol, alors pas complètement à nu par rapport au sol agricole, je vous le concède, mais où il ne reste plus que les feuilles de l'année précédente. Alors, ce besoin d'aide à la décision, à l'ONF, on le gère avec une gestion raisonnée de la circulation. Depuis 2009, on a pas mal avancé, enfin surtout depuis les années 2000, on a pas mal avancé sur l'état de l'art. On sait que l'impact est maximal après les 1 à 3 premiers passages pour toutes les situations, quel que soit le type de sol. On sait que la durée nécessaire à la restauration du fonctionnement du sol sans intervention humaine, puisqu'en forêt, on ne travaille pas le sol, en règle générale, ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, on ne travaille pas le sol. Cette restauration naturelle, elle a besoin de plusieurs années à plusieurs décennies, on le sait, on a quelques références. Et on a un impact fort sur le fonctionnement du sol et du peuplement forestier, même dans le cas d'impact visuel de très faible intensité. Donc même quand on ne voit rien à la surface du sol, on sait qu'on a un impact sur le fonctionnement qui peut être très fort. Avec notamment un engorgement temporaire, souvent de surface pour les zones de plaine et de l'érosion dans les zones de pente. On en a conclu en 2009 avec un premier guide qui s'appelle ProSol à une prévention indispensable et à une limitation de la circulation sur des voies de circulation permanentes qu'on appelle des cloisonnements, qui sont espacés tous les 18-20 mètres, donc ils font 4 mètres de large tous les 18-20 mètres, donc ce qui déjà représente 20% de la surface consacrée à cette circulation. Et donc, pour ne pas augmenter ce 20%, ces cloisonnements doivent absolument rester praticables. Pour rester praticable, les préconisations de ProSol sont circulation sur sol sec ou gelé. Bon, j'ai enlevé le sol gelé parce que c'est de moins en moins possible. Limiter la charge à la roue, la pression, limiter le nombre de passages, toutes des astuces plutôt sur la mécanisation. Alors ça, on n'y est pas très bien arrivé. Donc les nouvelles connaissances nous montrent, donc il y a une thèse qui s'est terminée l'année dernière, encadrée par l'université Picardie-Jules Verne, où ils ont quantifié au lidar le pourcentage de la surface circulée en forêt domaniale de Compiègne sur essentiellement des sols sableux. Et on a des chiffres en moyenne de 40% au lieu des fameux 20%. Quand on regarde l'image, notamment tout en bas à droite, on voit bien que on a les cloisonnements tous les 18-20 mètres, mais que l'engin sort assez fréquemment des cloisonnements. On peut atteindre jusqu'à 80% de la surface circulée. Et donc là, effectivement, derrière, on a des échecs de régénération, on a des dépérissements. Et c'est déjà le cas, on le constate déjà sur cette forêt. Pourquoi c'est compliqué et pourquoi les gestionnaires ont besoin de comprendre le fonctionnement de leur sol? C'est qu'on a des évolutions qu'on ne contrôle pas, qui sont liées aux constructions des engins, et notamment une évolution de la masse des engins depuis un certain nombre d'années, une vingtaine d'années environ. Alors là, c'est un exemple pour un porteur de capacité de 12 tonnes, mais c'est valable pour tous les engins. C'est-à-dire qu'on est passé d'une masse à vide de 13 tonnes à une masse à vide de plutôt 17 tonnes. Et donc, la charge à la roue qui augmente en conséquence depuis 1993. Donc ça, c'est des travaux qu'on a fait avec le FCBA dans le cadre d'un projet européen nommé Efforte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu les conséquences de cette évolution de la masse des engins sur l'ornirage. Donc en particulier quand les sols sont humides. Là, on a fait 2 expérimentations de circulation, une sur sol sec, une sur sol humide, donc sol sec à gauche et sol humide à droite. On est sur des sols à dominance limoneuse, entre 0 et 50 cm de profondeur, et après 50 cm de profondeur, un substrat plutôt argileux. Donc à gauche, on est autour de 25% d'humidité volumique, et on voit que, quel que soit le porteur, 22 tonnes ou 31 tonnes, les ornières augmentent pas forcément avec la charge transportée. On voit qu'on arrive à sortir les 90 tonnes de bois qui étaient voulues sur ce chantier sans forcément occasionner d'ornières drastiques. On est quand même autour de 4-5 cm, mais c'est encore viable d'un point de vue de la circulation. Je rappelle, là, on tolère les impacts sur les cloisonnements. On veut juste qu'ils restent praticables à long terme. Par contre, quand on est sur sol humide, donc à droite, sur 42% d'humidité volumique, on voit que, en fonction du porteur, on a des résultats très, très mitigés. Alors, l'avantage sur cette expérimentation, c'est qu'on a mesuré la pression dans le sol. Et entre le porteur jaune, là, le Gazelle, 24 tonnes en charge, et le porteur bleu, le 14 tonnes, qui est un tout petit porteur, vraiment très petit, qui n'est pas très courant en forêt, on a la même pression exercée dans le sol en profondeur. Donc, on sait que ce n'est pas une question de pression, on sait que c'est vraiment qu'une question de charge à la roue.
et que seul le tout petit porteur, 14 tonnes en charge, a réussi à sortir ces 90 tonnes de bois sans occasionner d'ornière supérieure à 5 centimètres. Donc là, on voit vraiment l'évolution de la masse des engins et les impacts que ça peut avoir. Mais du coup, ça aboutit à une décision très complexe pour le gestionnaire, puisqu'en fait, on sait que il va y avoir un impact d'intensité croissante en fonction d'un certain nombre de paramètres, la texture du sol, sa structure, sa quantité de matière organique. En premier lieu, l'humidité du sol, comme on vient de le voir, mais qu'il va y avoir aussi une interaction avec les caractéristiques des engins, leur nombre de passages. Et tout ça, c'est pas simple à prédire. Et ce qu'on veut absolument éviter, c'est de passer de la situation où on a juste une réduction de la circulation des fluides, ça on le tolère, on est sur des cloisonnements, c'est dédié à la circulation, à un arrêt de la circulation des fluides. Ça, on ne veut surtout pas l'avoir sur les cloisonnements, puisqu'après, du coup, on ne peut plus circuler sur ces cloisonnements. Du coup, fin 2017, on a eu un deuxième guide qui a été édité, Pratique Sol, donc en collaboration entre l'ONF et la Fédération des entrepreneurs forestiers, où là, on préconise un arrêt du chantier quand la profondeur d'ornière dépasse en un point 20 cm. L'hypothèse derrière, c'est qu'on reste inférieur à 10 cm sur le reste du cloisonnement. Voilà. Alors ça, c'est une première étape. C'est une première étape dans le cadre de la préservation de ces cloisonnements et du sol qui est hors des cloisonnements. Mais le problème, c'est qu'il y a un coût non négligeable à l'arrêt du chantier. On immobilise une machine ou alors l'engin doit revenir, donc il faut à nouveau la ramener sur place. Ou alors, pire, le bois peut déprécier en qualité en restant sur la parcelle ou carrément, ça peut impacter l'aval avec des fermetures de scieries puisque l'approvisionnement en bois n'est plus assuré. Du coup, on a intérêt à développer le préventif et à adapter la circulation à la sensibilité des sols. Je repasse à la gestion raisonnée des exports organominéraux avant de vous développer la boîte à outils qu'on a développée pour répondre à tous ces besoins d'aide à la décision. Alors, on avait pareil une première étape d'état de l'art qui était synthétisée dans un guide de l'ADEME de 2006. Donc, vous voyez en haut à gauche la récolte raisonnée des rémanents en forêt, où il y avait un certain nombre de préconisations et un premier diagnostic de sensibilité des sols à cet export des rémanents. Donc, l'export des rémanents, je rappelle, c'est l'export des branches et des feuillages depuis la parcelle vers les usines, en fait, pour produire du bois énergie. Cette première plaquette, en fait, on a vu la nécessité de l'actualiser et notamment donc au travers de différents projets financés par l'ADEME, et ça aboutit à Gerboise qui vient d'être publié, donc avec un site internet que je vous recommande d'aller voir si vous voulez en savoir plus. Donc, dans ce site, on trouve différentes recommandations. Et la première recommandation, suite à tout un état de l'art et un retour sur différentes expérimentations, c'est d'éviter l'exportation du feuillage. Clairement, ces mesures sont à prendre sur tous les types de sols, même les plus fertiles, puisqu'en fait, le feuillage participe activement à la fertilité de l'écosystème et à la nutrition de cet écosystème. Une récolte, même occasionnelle de feuillage, en fait, on exporte ce qui a été prélevé par l'arbre dans le sol et on l'exporte définitivement de la parcelle. Donc, les feuilles, quand elles ramènent des éléments nutritifs au sol, c'est des éléments nutritifs qui ont été prélevés par l'arbre avant que ça revienne au sol. Et ça se voit dans les analyses, quand on regarde les analyses donc, dans le graphique à droite, dans les aiguilles par rapport aux branches ou au bois, on voit que les aiguilles sont extrêmement concentrées en éléments nutritifs. Donc là, c'est un exemple pour le phosphore chez le pin maritime. C'est valable pour toutes les essences, pour tous les éléments nutritifs. Les valeurs absolues sont différentes, mais le gradient reste le même. La deuxième recommandation, c'est de raisonner l'exportation des menus bois. Donc, d'en laisser une partie au sol et d'espacer les récoltes en fonction de la sensibilité des sols. Alors, pourquoi on a abouti à cette recommandation? C'est qu'on a une augmentation des teneurs en éléments nutritifs quand le diamètre du compartiment bois diminue. Donc là, vous avez deux exemples. Un exemple à droite pour le magnésium chez le chêne Cécile, où on voit en fonction des classes de diamètre l'augmentation des teneurs en éléments nutritifs quand le diamètre diminue. Et à gauche, pour le phosphore, pour le chêne et le hêtre. Le hêtre en blanc et le chêne en gris. Et là, c'est pareil, on voit l'augmentation très très forte de la concentration en phosphore dès que le compartiment diminue en taille. Ce qui est logique, en fait, les tissus actifs sont toujours les plus fins ou le feuillage. Voilà. Donc, quand on exporte ces petits compartiments, on exporte très peu en biomasse, mais on exporte énormément en minéralomasse, en éléments minéraux et organiques.
Voilà, donc les recommandations concrètement, on a en colonne la sensibilité des sols à l'exportation des minérales, donc faible, modérée ou forte, avec des recommandations par classe de sensibilité. Et cette sensibilité des sols, elle est croisée au statut de protection de la biodiversité, puisque les rémanents jouent aussi un rôle assez fort d'habitat pour toute la biodiversité, on va dire aérienne, hein, pas la biodiversité des sols, mais bon aussi pour la biodiversité des sols. Mais là, on avait plus de retours sur la biodiversité aérienne. Donc voilà. Donc ces recommandations, quand on regarde la sensibilité des sols à l'exportation minérale, elles concernent pour les sensibilités faibles 30% du territoire, 23% pour les sensibilités fortes, donc ce qui représente quand même une forte proportion du territoire forestier, et 23% en sensibilité moyenne, 24% en sensibilité partielle. La sensibilité partielle, c'est une sensibilité qui est considérée comme moyenne pour les recommandations, mais que l'utilisateur peut placer en sensibilité forte, puisqu'il y a au moins un des éléments nutritifs, on va le voir par la suite, qui est en sensibilité forte. Voilà. Donc, ces recommandations et tous les projets de R&D qui ont eu lieu avant ces recommandations nous ont montré qu'il y avait besoin urgent d'un diagnostic de sensibilité des sols à cet export d'éléments nutritifs. Et donc, on a abouti à un projet qui s'appelle Insensé, indicateur de sensibilité des écosystèmes forestiers soumis à une récolte accrue de biomasse. Alors, ça a été présenté aux journées d'études des sols, mais je vais reprendre en bref les principaux résultats du projet, puisqu'en fait, ce sont les résultats de ce projet qui ont été inclus principalement dans l'application Foreval. Et c'est ce projet qui a en fait abouti au besoin d'une application smartphone pour aider à la reconnaissance des sols forestiers. Alors, l'objectif du projet, c'était de produire des indicateurs de sensibilité des sols à des récoltes intensives de biomasse qui soient à la fois robustes, donc en lien avec les impacts observés, mais aussi tout terrain, confortable et pas cher. Et donc, forcément, là, on aboutit à un compromis. On n'est ni 100% fiable, ni 100% confortable, ni 100% tout terrain, ni 100% pas cher. C'est pas possible. Voilà. Donc, on a procédé par étapes. La première étape, ça a été d'abord de construire des indicateurs, donc recherche de sensibilité, donc des indicateurs analytiques qui sont basés sur les analyses de sol. Il faut le savoir, en forêt, les analyses de sol sont très très rares et on n'a pas forcément les moyens. Déjà, on n'a pas les moyens de récolter nos arbres. Alors, faire des analyses de sol, c'est compliqué. Donc, du coup, ces indicateurs, on considère que c'est des indicateurs un peu complexes, pas accessibles aux gestionnaires, mais il a fallu d'abord les construire, puisqu'à l'échelle internationale, on n'a pas trouvé dans la littérature d'indicateurs qui soient universels. On s'est basé pour ça sur les connaissances sur la nutrition des écosystèmes forestiers et notamment la prépondérance du recyclage biologique des éléments nutritifs. Le recyclage biologique, c'est quand les éléments nutritifs prélevés par les racines retournent au sol via la chute et la minéralisation des feuilles et des menus bois. Et ce recyclage biologique des éléments nutritifs, il peut être majeur dans certains écosystèmes relativement pauvres et assurer une forte production végétale malgré des stocks très très faibles. Donc là, je vous ai mis un exemple sur une placette du réseau Renécofor, qui est le réseau de monitoring des écosystèmes forestiers géré par l'ONF, où on voit que le stock de calcium dans le sol est très très faible par rapport aux besoins de l'arbre. Et finalement, c'est ce recyclage biologique qui va assurer la majorité de la nutrition de l'écosystème. Alors, du coup, on a construit des seuils de concentration en éléments pour la couche 0,10. Alors, pourquoi la couche 0,10 ? L'horizon organominéral. Et d'après la littérature et toutes les expérimentations sur ces cycles biogéochimiques, l'horizon où on se concentre la résultante des cycles. Les seuils ont été établis, pareil, à partir de l'état de l'art et des expérimentations de fertilisation en forêt. Et une fois qu'on a construit cet indicateur analytique de sensibilité, il a fallu le simplifier pour qu'il soit accessible sur le terrain. Donc là, on a cherché à prédire la sensibilité analytique à partir de descripteurs terrain qui soient le plus simple possible et accessibles aux gestionnaires forestiers. Alors, dans les critères essentiels, la forme d'humus est apparue en tout premier. Et on n'a pas pu simplifier beaucoup ce critère-là. On a essayé de regrouper certaines formes d'humus en fonction de la sensibilité qu'on voulait prédire. Mais on a quand même abouti à 14 modalités de forme d'humus, donc ce n'est pas très simplifié.
Le deuxième critère est la grande région écologique de l'IFN, donc c'est la carte tout en bas. C'est un découpage proposé par l'inventaire forestier national qui découpe les grandes régions écologiques selon leur climat et en partie la géologie. Donc ça permet de prendre en compte l'effet du climat sur le lien entre la forme du humus et la fertilité du sol. Le troisième critère d'importance, la texture à 10 cm. Donc là, c'est pareil, 10 cm, c'est parce que c'est plus simple, mais c'est aussi en lien avec la sensibilité analytique. Et cette texture, on a vu qu'on pouvait la simplifier en 5 classes. Et donc, on est parti du triangle de laine de 15 classes et on l'a regroupé en 5 classes pour que ce soit compatible avec les études pédologiques antérieures, mais que ce soit facile à déterminer pour les nouveaux relevés. Et les deux derniers critères, la profondeur d'effervescence avec un seuil à 25 cm pour que ce soit simple et la profondeur prospectable pour que le diagnostic de surface qu'on réalise soit représentatif du diagnostic profond. Donc là, on a fait des corrélations sur une grosse base de données de 7000 profils à l'échelle nationale. Ça nous donne, en fonction de ces 5 critères, une sensibilité par élément, calcium, magnésium, potassium, phosphore, azote. Et cette sensibilité, ensuite, on la combine. Donc là, vous voyez, on a des clés de détermination pour chacun des 5 éléments, calcium, magnésium, potassium, phosphore et azote. Et après, on a une étape de recombinaison. Donc voilà, on a été voir les utilisateurs et ils nous ont dit, non mais ça vraiment, c'est super sympa, vous avez fait un bon boulot, vous avez bien simplifié, mais c'est trop compliqué à utiliser sur le terrain. Donc le compromis entre fiabilité, tout terrain et coût a été jugé acceptable par les utilisateurs, mais ils préféraient une application qui calcule plutôt que des fiches papier. Donc là, on aboutit à la notion de confort. Hein. Et ce compromis qu'on a cherché à faire, il n'était pas complètement complet sans cette application. D'où la naissance de Foreval, l'application smartphone qu'on a développée dans l'AAP prématuration financée par l'INRA donc en 2019. Donc au début de Foreval, il y avait un sensé. Puis après, on a ajouté d'autres diagnostics de gestion durable. Puisqu'en fait, le besoin était assez fort pour ces diagnostics. Je vous l'ai présenté tout à l'heure pour le tassement. Le diagnostic de sensibilité potentielle au tassement, sur le terrain, concrètement, il n'est pas très simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des critères à la fois statiques, le pourcentage d'éléments grossiers, la texture du sol, mais des critères aussi dynamiques, l'état d'humidité. Donc en colonne, vous avez les critères dynamiques. Est-ce que le sol est sec, frais, humide ou est-ce qu'il y a une nappe d'eau? Et en ligne, vous avez les critères plutôt statiques qui ne varient pas dans le temps. Et donc là, il y avait vraiment un besoin d'accompagner l'utilisateur et l'application nous a semblé être un bon support pour accompagner l'utilisateur dans le diagnostic. Mais par contre, on a très vite identifié un besoin de scinder entre la sensibilité potentielle, qui est donc la fameuse sensibilité en ligne, à laquelle on a ajouté l'engorgement temporaire, puisque l'hydromorphie est observable sur le profil et elle peut renseigner sur la dynamique de l'eau dans l'année. Et on a une sensibilité réelle où là, on a l'état d'humidité qui intervient. Donc, la sensibilité potentielle, vous avez les critères dans le tableau à droite. Et on a 5 classes de sensibilité entre praticable toute l'année avec peu de précautions et impraticable quasiment toute l'année. Et là, je parle bien des cloisonnements et non pas du sol de la parcelle restante. Alors, juste quelques captures d'écran de l'application pour montrer un peu le diagnostic. Donc, critère numéro 1, la texture. Critère numéro 2, est-ce que la teneur en éléments grossiers est supérieure ou inférieure à 50% du volume du sol? Donc là, on a mis une petite aide visuelle pour estimer si c'est oui ou non supérieur à 50%. Et troisième critère, les traces d'engorgement temporaire entre 0 et 50 cm de profondeur. Donc là, avec un petit bouton qui permet à l'utilisateur de visualiser qu'est-ce que ça donne, ces traces d'engorgement temporaire. Ensuite, on passe au diagnostic de sensibilité réelle dans l'application, qui n'est pas obligatoire. Et là, en fonction de la texture qui a été saisie par l'utilisateur pour la sensibilité potentielle, on a un petit tableau qui s'affiche et qui donne le comportement du sol en fonction de son état d'humidité. Donc, par exemple, là, pour les limons, un limon sec, il est poussiéreux, pulvérulent, il dessèche les doigts. Un limon humide, il va avoir une tenue très faible, il se disperse facilement dans l'eau. Et donc, l'utilisateur peut, à partir du moment où il a bien renseigné la sensibilité potentielle, estimer plus facilement sur le terrain si son sol est sec, frais ou humide et du coup, voir les recommandations qui en découlent. Ensuite, on a ajouté la sensibilité des sols à l'érosion hydrique. Donc, c'était un travail qui avait été fait dans le projet Insensé.
avec les spécialistes de l'érosion des sols. Et on a abouti à une clé avec comme principaux critères la couverture végétale, le pourcentage de couverture végétale. Donc, vous voyez en haut à droite les aides à l'estimation du pourcentage de recouvrement et le caractère monostrate ou multistrate de cette végétation. Donc là, c'est pareil, il y a des photos qui guident l'utilisateur dans la stratification du couvert. Est-ce qu'on a seulement une strate arbustive, arborée ou herbacée, ou est-ce qu'on a plusieurs strates présentes sur le point de relevé? Le deuxième critère important, c'est la pente. Alors là, c'est pareil, on a fait des illustrations pour bien comprendre ce que c'est qu'une pente. Et le troisième critère, c'est la texture et le pourcentage d'éléments grossiers. Donc là, on a repris l'aide à la description que je présenterai juste après. Et enfin, on a ajouté un dernier diagnostic qui est le réservoir en eau utilisable. Alors, ça, c'est vu les événements récents. Le RU, c'est un élément clé de l'adaptation des forêts en climat changeant. Et c'est un critère qui était rarement renseigné par les forestiers, rarement étudié, rarement connu. Et à calculer sur le terrain, c'est pas très, très facile. Donc là, on s'est basé sur des travaux qui avaient été faits en collaboration avec AgroParisTech et le CNPF pour trouver les meilleures fonctions de pédotransfert. Et l'utilisateur a juste à saisir dans l'application le pourcentage d'affleurement rocheux de la parcelle, le nombre d'horizons, puis par horizon, saisir l'épaisseur, la texture et le pourcentage d'éléments grossiers. L'application calcule ensuite, du coup, le réservoir en eau. Voilà. Et dernière étape, c'est l'adaptation de Terrum iOS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très belle application développée par Augusto Zanella pour iPhone qui n'avait pas d'équivalent Android. Donc, d'abord, on l'a basculé en format Android pour que ce soit accessible au smartphone Google Play. Et on l'a un petit peu adapté à nos besoins puisque l'application, donc Terrum, s'adresse aux universitaires, aux chercheurs, à une communauté internationale. Elle est en anglais. Elle aide à déterminer la forme du mus avec beaucoup de photos, beaucoup de textes et d'illustrations. Mais les gestionnaires qu'on avait interviewés sur cette application trouvaient que c'était du vocabulaire trop technique. Donc là, comment on a fonctionné, c'est que on a remis ce vocabulaire technique pour les personnes qui sont déjà habituées au relevé sol. Donc, par exemple, on a OH zoogène ou OF non zoogène absent. Et puis, quand on clique sur la petite flèche, ça nous donne qu'est-ce que c'est que ce OH zoogène ou OF non zoogène. Et bien sûr, il y a la photo pour aider l'utilisateur à savoir dans quelle situation il se situe. On s'est basé du coup sur la clé du référentiel pédologique 2008 pour guider aussi via des questions pour aboutir à la forme du mus. Alors, l'avantage, c'est que ce référentiel pédologique était compatible avec Terrum iOS. Voilà, donc ça, c'est le travail qui a été réalisé. Et on a ajouté une aide à la détermination des classes de texture, donc à droite, avec le même principe, sauf que là, c'est des photos de boîtes à texture à différents états d'humidité. Mais toujours le même principe, on a un titre qui permet à l'utilisateur averti d'aller vite, sable abondant à dominant par exemple, et puis après quand on clique sur la flèche, on a le texte qui aide l'utilisateur à savoir si vraiment il est dans cette situation-là. Et donc là, Bernard Jabiol est pas mal intervenu aussi sur les textures et les formes du mus. Pour le fonctionnement de Foreval, donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de télécharger cette merveilleuse application, quand on est dans le menu, on peut choisir de réaliser un diagnostic, un relevé. Et là, la première page, c'est d'abord de savoir quel diagnostic on veut effectuer. On n'est pas obligé de tous les faire. On peut cocher seulement un parmi les quatre ou les quatre. Une fois qu'on a coché, on clique sur « Définir le relevé ». On arrive sur un écran où on peut décrire le site de relevé, donc avec un identifiant qui se crée automatiquement avec la date et l'heure du smartphone. Donc, ça fait un identifiant extrêmement unique puisque voilà, c'est très précis, leur smartphone. Et ensuite, on peut choisir le type de localisation. Donc, soit on utilise le GPS du smartphone, soit on saisit manuellement les coordonnées, soit on choisit de ne pas utiliser de localisation. Donc, on peut très bien utiliser l'application au bureau à partir de relevés anciens, par exemple. Et la dernière modalité qui est en dessous, c'est l'entraînement. On peut très bien s'entraîner au bureau et supprimer les relevés pour ne pas influencer les relevés après, les vrais relevés de terrain.
Une fois qu'on a validé, on rentre donc dans le vif du sujet. Et donc là, on a un écran par indicateur. Donc là, c'est l'écran sensibilité, un export de nutriments. Et là, dans cet écran-là, notamment, on a une aide pour trouver la grande région écologique par géolocalisation. Donc ça, c'est très pratique pour l'utilisateur. Il n'a pas besoin de savoir s'il se trouve dans le nord-ouest cristallin, le nord non cristallin. Il a directement l'info via sa géolocalisation. Et ensuite, la forme d'humus, il peut soit saisir dans le menu déroulant, soit cliquer sur aide à la description et arriver sur l'aide à la description que je viens de décrire, l'adaptation de Terrum iOS. Voilà, pareil pour la texture. Une fois qu'il a saisi les critères sol pour faire ses diagnostics, il a un écran qui lui permet de confirmer. Donc cet écran est là pour lui dire que une fois qu'il aura confirmé, il ne pourra plus revenir en arrière, mais que jusqu'à cet écran-là, il peut revenir en arrière et changer les critères relevés sur le terrain. Une fois qu'il a confirmé, donc il ne peut plus revenir en arrière, et il voit le résultat des diagnostics avec, pour chaque site, le résultat sensibilité à un export de nutriments, au tassement, donc potentiel et réel, à l'érosion et la valeur de RU calculée. Il peut aussi cliquer sur la petite flèche et avoir le rappel des paramètres qui a donné ce résultat. À chaque moment dans l'application, il peut revenir au menu principal via les 3 barres horizontales en haut à gauche de l'écran ou démarrer une évaluation, aller dans l'aide à la description, la documentation. On peut voir aussi dans cet écran que on voit les données collectées. Donc, c'est les données où on a cliqué sur confirmer. Ces données collectées, on ne peut plus les modifier, on peut juste les supprimer. Et les relevés incomplets, donc c'est les relevés où on n'a pas été confirmé les paramètres relevés sur le terrain. Donc là, ces relevés incomplets, on peut aller dessus pour les compléter et finir le diagnostic. Une fois qu'on a confirmé les paramètres, qu'on est dans un relevé complet, ce relevé, on peut se l'envoyer par mail ou par toute autre application qui est installée sur le smartphone, WhatsApp, etc. On a choisi cette solution puisque le stockage dans les smartphones est assez aléatoire, dépend d'un smartphone à l'autre. Donc là, l'avantage, c'est que l'utilisateur, il a une seule manip, il s'envoie par mail le relevé. On peut le supprimer pour vider la mémoire ou créer un autre site. Quand on s'envoie par mail les données, quand on va dans paramètres, on peut enregistrer son adresse mail pour ne pas avoir à la saisir à chaque fois. Et il y a un deuxième paramètre qui est l'envoi des données vers le GIS-Sol. Donc là, c'est vraiment dans le cadre de sciences participatives. Cet envoi de données, il est anonymisé et il va servir à l'INRAE et aux instituts de recherche pour avancer sur les connaissances sur les sols forestiers. Voilà, pour la suite, Foreval, ça peut être un support à d'autres diagnostics sol. Notamment, on est en cours d'ajouter un relevé sol complet pour le choix des essences en climat changeant, puisqu'il nous manque dans ces diagnostics l'hydromorphie qui est décrite de manière très succincte dans l'application Foreval. Il nous manque aussi pas mal de critères de structure des sols, de charge en éléments grossiers plus fins. Donc voilà, donc là, c'est en cours, mais éventuellement, d'autres diagnostics sols sont les bienvenus. Et il nous reste encore à organiser la remontée et la sauvegarde des informations sol collectées dans Donsol. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisateur peut cocher s'il souhaite envoyer son relevé vers le GIS-Sol, mais pour l'instant, on n'a pas encore créé la procédure qui permet de sauvegarder dans la base de données. Donc, pour l'instant, les données sont stockées dans un dossier. Donc, ce n'est pas très, très proche d'un point de vue base de données. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie tous les partenaires qui ont créé toutes ces connaissances et ces aides à la décision. Donc, vous les avez tous en logo à la base de cette diapo. Merci Noémie. J'attendais un peu quelques questions. Je rappelle que vous avez en bas de votre écran une petite interface qui vous permet de poser vos questions en attendant que les gens se réveillent. J'avais 2 points que je voulais te demander un peu de souligner ou peut-être de nous commenter un peu près. De nous commenter. Le premier point, c'est sur la question plutôt technique, informatique, à savoir qui rejoint la sécurité sur les données. Ça, c'est le premier point. Et l'autre, qui est beaucoup plus générique et qui nous intéresse, nous, les pédologues,
C'est la question de cette intensification dans les systèmes d'exploitation forestiers. Comment vous la voyez et est-ce qu'elle est inéluctable ou est-ce qu'on a d'autres signaux? Parce qu'il y a une telle demande actuellement pour de l'énergie biomasse qu'on voit même sur la liste Infestus circuler un certain nombre de propos sur le sujet. Et voilà, donc je voulais avoir un peu ton sentiment là-dessus, sachant aussi que on a, et tu l'as bien souligné, qu'on a bien dans ces écosystèmes forestiers, on a bien un souci, c'est d'en maintenir la fertilité au sens le plus large qui soit, et qu'on a bien compris que de toute façon, c'est lié à un problème de cycle et de restitution par les plantes, et que si on exporte tout, ben, in fine, on va perdre notre capital, quoi. Voilà pour commencer, et puis je vais voir si des questions arrivent. D'accord, merci. Je vais répondre déjà sur la sécurité. Alors, en fait, l'application n'envoie aucune donnée à d'autres personnes puisque si l'utilisateur coche pas l'envoi vers le GISOL, il s'envoie à lui-même les données. Donc là, au niveau sécurité des données, il n'y a pas vraiment de souci. La géolocalisation n'est pas obligatoire, elle n'est pas cochée par défaut. Alors bien sûr, quand l'utilisateur installe l'application, Google Play lui dit que ça va utiliser le GPS, mais ce n'est pas obligatoire. C'est prévu pour aider justement dans la recherche de la région écologique, mais pas du tout obligatoire que l'utilisateur se géolocalise. Et comme l'envoi des données, c'est à lui-même, finalement, on n'a pas vraiment de soucis de sécurité à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu avais autre chose en tête, mais Non, non, mais bon, déjà, tu apportes quelques ouais. éléments. Et puis après, Juste avant que je voulais parler sur l'intensification, mais finalement, les gens se sont réveillés. Il y a quelques ah, questions. Et ça rejoint un peu mon propos qui était générique, hein. C'était un peu d'accord, pour ok. maintenir le lien. La première est de Bernard Vincent qui dit que se passe-t-il avec les engins à chenilles? Alors, avec les engins à chenilles, effectivement, ça réduit la pression exercée au sol. Donc, ça, c'est déjà un premier levier. Mais finalement, réduire la pression exercée au sol, ça réduit seulement les impacts de surface. Et ça augmente l'humidité à partir de laquelle on a l'ornirage. Donc, ça laisse un petit peu plus de temps avant que l'ornirage apparaisse, avant que le sol commence à fluer et à se réorganiser complètement. Mais ça laisse pas beaucoup plus de temps. En fait, on a fait pas mal d'études là-dessus et ça laisse 1 à 2 passages de plus. Donc, ça peut permettre de finir une exploitation quand les conditions météorologiques se gâtent, mais ça ne permet pas de circuler sur des sols humides sans impact. En fait, ça, c'est net. Le problème, c'est que on n'en a pas tous conscience en forêt et c'est vraiment pour ça qu'on a besoin d'outils d'aide à la décision. On a vraiment besoin de faire prendre conscience de tous ces critères qui jouent sur l'impact et après les conséquences de ces impacts en termes de praticabilité et d'augmentation de la surface circulée. Parce que quand on arrive à 40% de la surface circulée en moyenne, clairement, il ne reste plus grand-chose pour la forêt. Oui. Du coup, il y a deux questions là qui se rejoignent un peu, même si au départ elles n'y sont pas. Il y a une question qui porte ce quid de la prise en compte des réserves hydriques profondes du sous-sol, remplissage hivernal, etc. Est-ce que ça, vous envisagez peut-être d'y penser pour le futur? Et je comprends bien que l'outil s'appuie aussi sur des bases de données existantes. Et donc ça, c'est Carole Isberry qui nous posait cette question. Et un peu dans le même sens, parce que c'est sur le contenu hein, de l'outil, il y a Charles Gers qui nous demande, il dit c'est très bien, ça reste hyper physico-chimique, mais que va-t-il se passer avec l'activité biologique, phonique, fongique, bactérienne? Comment vous allez avancer dans ce sens-là? D'accord. Alors pour le réservoir en eau, là, on préconise aucune méthode de description, hein. Donc, l'utilisateur peut faire à la tarière, sur fosse très profonde.
C'est vrai qu'en forêt, on a un vrai souci sur cette méthode de description, puisqu'il faudrait faire des fosses très très profondes. Il y a des résultats de Philippe Lagacherie et Baptiste Algaillère là, dans le PNR du Haut-Languedoc qui montrent qu'il faudrait descendre plutôt à 4 mètres, hein. Donc là, clairement, on n'aura pas les moyens de faire ça. Nous, les descriptions de sol à l'ONF, elles sont faites dans le cadre de l'aménagement forestier. C'est quand on va établir sur les 25 prochaines années environ ce qui va se passer sur les différentes parcelles. Et clairement, à ce moment-là, les descriptions sol, quand elles sont faites à la tarière. Donc, on a un problème de biais. Effectivement, on ne voit pas cette rétention en eau des horizons profonds. Donc là, on a une action en cours, qui est en train de se lancer avec le RMT Sol et Territoire là-dessus. Donc, on espère continuer sur ces questions-là, mais c'est vraiment pas simple. C'est vraiment compliqué. Ensuite, par rapport donc à l'activité biologique des sols, c'est vrai que là, pour l'instant, les indicateurs, ils sont axés physico-chimiques. Il y a quand même la forme d'humus qui indique pas mal l'activité biologique du sol et quels sont les acteurs impliqués dans cette activité. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup dans des projets de R&D sur l'impact de ces nouvelles pratiques sur l'activité biologique des sols, mais pour l'instant, on est encore très très loin d'avoir des indicateurs il faudrait faire plutôt ci, plutôt que ça par rapport à cette activité biologique. Notamment par rapport à l'export des rémanents, on a un réseau expérimental très ambitieux qui a été mis en place en 2013. Et on a testé l'export de ces branches, l'export des litières par rapport à un sol, on va dire, avec une exploitation classique d'il y a 20 ans où on laissait tout ce qui était inférieur à 7 cm sur le sol. Et clairement, on voit que les champignons réagissent très très vite, mais qu'après, il y a quand même de la résilience dans certaines cohortes bactériennes, etc. Donc, la réponse, elle est vraiment compliquée. Et pour l'instant, on n'est pas encore au stade de l'indicateur. Là, vraiment, dans Foreval, on a voulu rendre accessibles les indicateurs qui étaient prêts et pas encore assez diffusés au sein de la communauté forestière. Oui, merci. Encore une petite question technique. Bernard Vincent nous demande, tu as parlé de fonctions de pédontransfert à un moment donné, lesquelles sont-elles? Alors, pour les sols forestiers et avec une entrée avec les classes de texture estimées sur le terrain, la meilleure, c'est Almajou de 2008, Almajou et al. De 2008. Alors, je sais que dans le projet ANR rue des sols, ce n'est pas forcément celle-là qui est ressortie pour les sols agricoles, mais nous, on s'est vraiment focalisé sur les sols forestiers. C'est bien. Et toujours dans ces aspects un peu pratiques et de la mise en place de cet outil, Michel Radet nous demande, Foreval pourra-t-il être utile ou pertinent dans le cadre de la montagne, étant entendu que la mécanisation y reste faible? Moi, j'aurais répondu que oui, mais je pense que tu as ton avis. Alors oui, c'est complètement valide en montagne. Notamment, il y a l'érosion qui est un indicateur vraiment qui a été au début conçu dans le guide des sylvicultures montagne des Alpes du Nord. Donc clairement, c'est cet indicateur qu'on a repris et qu'on a un peu simplifié avec les experts en érosion. C'est pas moi, bien sûr, mais et alors la mécanisation en montagne, ça se développe. Là, on m'a appelé en expertise sur des pentes à plus de 40% avec des porteurs qui circulent sur des cloisonnements dans le sens de la pente. Ah, ben voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer parce que le prix du matériau bois n'est pas assez élevé pour payer une exploitation de qualité dans beaucoup, beaucoup de situations. Alors, du coup, on va revenir un peu sur les histoires justement d'intensification. Alors, il y a deux pendants là, dans les questions que je vois. La première, c'est Olivier Lavaux qui pose, mais tu l'as rapidement évoqué, hein, la solution de laisser les rémanents dans les chemins d'exploitation. Donc ça, c'était un premier point. Et Dominique Morlone qui nous rappelle que des pays, il y a certains pays d'Europe centrale, Tchéquie, Slovaquie, ont tenté d'avoir des choix d'exploitation forestière un peu plus respectueux des sols. Est-ce que ça a été expérimenté en France? Alors oui, on a pas mal d'expérimentations où quand on laisse les rémanents sur le cloisonnement, clairement, ça protège très très bien le cloisonnement.
On a moins d'impact, on a un sol qui reste plus aéré, les racines prospectent dans le cloisonnement, alors que quand on laisse pas les rémanents, clairement, l'enracinement est quasiment annulé hein, dans le cloisonnement. Donc éventuellement, les racines pourront aller chercher les éléments nutritifs qu'on a concentrés sur le cloisonnement. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on n'a que 2 expérimentations en Allemagne qui tendent à nous prouver que les éléments nutritifs qu'on a concentrés sur le cloisonnement, finalement, les arbres y ont accès via leurs racines. Les racines sont dans le cloisonnement, mais ça ne se retrouve pas dans le feuillage. Donc, clairement, il y a un autre frein qui fait que l'arbre n'accède pas à ces éléments nutritifs. Alors pour l'instant, ils sont toujours dans le cloisonnement et c'est des expérimentations plutôt à plat. Alors moi, je me fais du souci sur les zones de pente, hein, clairement. Voilà, clairement, on ne sait pas combiner les recommandations sur la fertilité chimique et la fertilité physique. On sait que les rémanents, ça protège les cloisonnements, mais quand on a un sol qui est très très pauvre chimiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est un vrai dilemme. Alors, la meilleure des solutions, c'est circuler sur sol sec sur le cloisonnement. Mais le problème, c'est que voilà, on ne respecte plus la logique de flux tendu. Alors, pour respecter cette logique de flux tendu, il faut organiser des aires de stockage ou alors débarder par câble. Mais du coup, ça a un coût en plus qui n'est pas forcément pris en charge à l'heure actuelle. Oui, mais alors justement, donc là, c'est moi qui réagis à ce que tu dis et à la question qu'avait posée Dominique Morlot. Si tu débardes par câble, est-ce que réellement ça coûte pas moins cher que de balancer ces machines, ces bulldozers? Enfin, moi, je te parle même pas ce que j'ai vu dans certaines forêts tropicales. Hein. Il n'y a pas de commune mesure avec les engins qu'on a en France. Hein. Donc, il y a un vrai problème de fond, en fait, parce que si la seule. Donc, je relance un peu la discussion, hein, exprimez-vous là sur le chat. On a un peu de temps encore. Sur cette question d'intensification, si la seule question, c'est l'adaptation de l'écosystème forestier à une question de flux tendu, ben, on marche sur la tête quand même. Hein, on pose des problèmes de fond parce qu'on est en train de toucher un capital que du coup, on n'arrivera plus à maintenir. Quelles que soient les solutions techniques que toi et tes collègues essaieront de trouver pour amortir le sujet. Enfin, bon, je lance un peu le pavé dans la mare, mais il me semble que c'est notre rôle aussi. Bien sûr. Alors, effectivement, moi, je trouve qu'il y a une dynamique là assez positive pour le câble. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site onf.fr, il y a eu tout un guide édité par les entrepreneurs forestiers et l'ONF sur le câble, expliquer le câble, faire des vidéos, communiquer là-dessus. On a quelques études qui montrent que quand on prend en compte tous les coûts, bah, le câble, c'est vraiment pas si cher que ça et ça permet de respecter la logique de flux tendu. Donc voilà, je trouve que la prise de conscience, elle se fait de plus en plus, mais on a un blocage en France qu'on ne sait pas très très bien expliquer et qui fait que le câble ne se développe pas plus. Mais clairement, à l'heure actuelle, je trouve que c'est la meilleure option pour avoir une logique de flux tendu, respecter notre patrimoine qui est le sol, ne pas interrompre des chantiers qui coûtent cher aux entrepreneurs, ne pas avoir des places de stockage. Parce que bon, stocker du bois, c'est compliqué. Hein, pour certaines essences, il faut le maintenir humide, le bois se dégrade. Enfin bon, voilà, c'est quand même pas la solution idéale. Voilà, moi, je milite dans ce sens, hein, c'est certain, mais il n'y a pas que l'aspect sol à prendre en compte. Et on a très peu d'entrepreneurs équipés de câbles à l'heure actuelle. Donc, il faut vraiment développer cette activité-là. Et c'est pas simple. Oui, bien sûr. Alors, y a-t-il encore de nouvelles questions? On a un peu de temps. Je rebalaye excusez-moi, je rebalaye mon écran. Voilà. Non, je ne vois pas. Tu as fait ton exposé extrêmement vite. Et tu as mais une petite question procédurière. Finalement, il commence à bien se développer, votre outil, votre Foreval ou pas? À se diffuser, je veux dire, pardon. Oui, 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 ça commence à pas mal se diffuser et
Bon, par contre, c'est vrai qu'on touche toujours le même public, un peu de personnes déjà sensibilisées, puisque très vite, ils ont pris en main l'application et ils l'utilisent dans leur diagnostic. Ce qui va être plus compliqué, c'est de toucher les forestiers qui ne faisaient plus de diagnostic sol et qui devraient en refaire justement pour décider quand la machine a le droit de circuler ou pas, quand est-ce qu'on peut exporter l'arbre entier ou pas. Et ça, je pense que ça va changer aussi avec les nouvelles règles de la certification. La prise de conscience démarre à peine là, donc c'est vrai que bon, on est en retard. Il faut former à nouveau beaucoup, beaucoup les forestiers qui ont perdu cette capacité à faire un diagnostic sol. Donc voilà, il y a beaucoup de travail qui nous attend sur le transfert de ces connaissances et de cette boîte à outils. Oui, alors du coup, ça rejoint un peu encore une question d'Olivier Lavaux. Où sont finalement les limites tolérables pour les écosystèmes forestiers et quelles sont les possibilités de limitation en cas de besoin? Enfin, quels seraient les outils pour passer à un type d'alerte, si je comprends bien la question d'Olivier Lavaux? Alors, il y a l'outil de la certification où ces préconisations sol sont déjà inclus. Hein, donc, les outils, les guides dont je parlais, la ProSol et le guide ADEME de 2006 sont déjà inclus dans les indicateurs de la certification. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai problème de diffusion des connaissances. En fait, il faut vraiment qu'on aille plus au contact des forestiers pour leur faire prendre conscience des impacts en fait, que ces évolutions de pratique peuvent avoir. Il faut savoir que les évolutions de pratique, elles ont été vraiment très rapides. Et on s'est engouffré là-dedans sans forcément savoir quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'écosystème. Le tassement des sols, c'est presque ce qui fait réagir le plus vite puisqu'on voit l'orniérage. Donc, ça alerte très vite les forestiers et ils ont tendance à plutôt mettre leur attention là-dessus. Par contre, tout ce qui est chimique, ça ne se voit pas tout de suite. Les impacts sur les dépérissements, le jaunissement des feuillages, etc., on le verra plus tard en fait. C'est ce qu'on a vu sur notre réseau expérimental au bout de 4-5 ans. On voit des choses dans l'activité biologique des sols, mais les peuplements, eux, ils sont encore là et ils sont encore résilients. Par contre, je pense qu'avec plusieurs sécheresses cumulées, l'impact du gibier, puis cette fertilité qui a été un peu mise à mal, on verra des impacts, mais peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Et ça, c'est compliqué en fait de faire prendre conscience que c'est pas parce qu'on voit les impacts seulement dans 30 ans qu'il faut rien faire aujourd'hui. Voilà. Parce qu'un amendement, une fertilisation en forêt, c'est très coûteux. La certification le tolère pour les amendements calcomagnésiens, mais pas la fertilisation, à part dans les landes pour le phosphore. Donc là, on va avoir un petit problème, je pense, dans quelques années. Oui, donc ça rejoint une question de Céline Collin-Bellier qui se posait la question du coût mesuré de la dégradation des sols à terme au regard des coûts d'arrêt des chantiers. Vous avez une idée de ça ou pas? Ça doit Alors, dépendre des régions aussi et des espèces. ouais, ça dépend beaucoup des régions. Alors, sur les aspects tassement, on a un recul de seulement 12 ans et on voit quand même une perte assez forte en volume, donc un coût derrière qui sera non négligeable. Euh, c'est un tassement qu'on a fait avant de planter, donc on a vu déjà on a eu une mortalité à la plantation qui a été très élevée. Donc, on a déjà quelques idées de coûts. Mais on a voilà, 2 sites expérimentés, c'est pas complet. Sur les questions d'export en éléments minéraux, c'est presque plus facile puisque on sait que pour regarnir un peu la fertilité chimique, ben voilà, la fertilisation ça coûterait tant et l'amendement ça coûterait tant. Mais c'est compliqué parce que c'est pas pour tout de suite. Donc voilà. Et puis les gens en fait, enfin les gens, la majorité, ils voient la rentabilité de leur opération là à court terme et ils se disent bah, c'est pas grave, s'il faut fertiliser dans 20 ou 30 ans, ça sera pas forcément mon affaire. Bon, je titille un peu en disant ça, hein, c'est un peu caricatural et tous ne sont pas comme ça. Il y en a plein qui prennent ces questions très au sérieux et qui cherchent des solutions. Mais c'est vrai que si on avait une quantification en euros du coût de la dégradation des sols, ça serait beaucoup plus simple. Alors, dans le cadre du Ernest, on a eu un groupe de travail sur le coût de la dégradation des sols qui était très intéressant et
bon, il n'y a pas qu'en forêt qu'on n'a pas ce coup-là, donc ça me rassure. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire de ce côté-là. Alors justement, par rapport à ça et au privé, Céline demandait aussi, donc, est-ce que les privés fournissent-ils les données pour Donsol? Et si oui, est-ce que c'est bien accepté ou pas? Et ensuite, comment les bureaux d'études en pédologie peuvent le justifier? Et y aurait-il des conseils de gestion en retour? En fait, un espèce d'échange de bons procédés, de bonnes pratiques sur la donnée, bien sûr. Sur la donnée. Alors, le problème, c'est que pour cet aspect-là, on est vraiment au début de la réflexion, puisque quand on a construit l'application, on s'est dit que ça serait bien de proposer la sauvegarde et la remontée du terrain de ces relevés vers Donsol. Clairement, dans les utilisateurs qui ont testé l'application avec nous, c'est très partagé, hein. Il y a des personnes qui sont très volontaires pour partager leurs relevés, faire en sorte que la recherche avance. On est conscient en forêt que même si la forêt couvre 33% du territoire, il n'y a pas 33% de profils forestiers dans Donsol. Donc, on en a conscience. On sait que c'est pour ça que les cartographies de sol sont moins pertinentes, moins fiables en forêt. Donc, c'est un argument un peu de fond pour motiver les forestiers à faire remonter leurs relevés. Mais ça prend pas auprès de tout le monde, hein, ça c'est clair et net. Il y a toujours cette, on va dire, cette réserve. En plus, là, on parle de diagnostic de gestion durable. Il y a quand même des éléments cadrants assez forts dans la certification. Donc, il y a un peu une peur que ces diagnostics soient réutilisés pour dire, bah voilà, vous aviez un diagnostic de sensibilité forte et finalement, vous avez sorti l'arbre en entier. Alors nous, clairement, on n'a pas construit ça comme ça, mais le risque de mauvaise utilisation de l'outil, il existe pour tous les outils. Donc voilà. Après, il y a plein d'utilisateurs qui sont prêts à faire confiance et à faire remonter leur relevé dans Donsol. Mais là, on manque encore de ressources pour complètement organiser cette séquence-là. Et on touche à l'humain, et peut-être que là, il Ouais, faudrait se rapprocher un peu des sciences humaines pour approcher ce genre de truc. c'est ça. C'est de la participation qu'on demande. Là, j'ai une question d'Olivier Scheurer. Est-ce qu'on voit une évolution différente de pratique entre les forêts domaniales et les forêts privées? Alors, dans certaines régions, oui, dans d'autres, non. Ça dépend vraiment du forestier privé. Puis, alors là, il y en a une multitude. Il y en a Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des forestiers privés qui ont vraiment des logiques très peu, enfin, protectrices des sols. Moi, j'avais été sidérée quand j'ai soutenu ma thèse sur le tassement des sols forestiers. Il y avait une flopée de forestiers privés, dont un qui m'a dit que dans sa forêt, tous les débardages étaient réalisés par câble. Donc voilà, lui, il est clairement en avance sur même ce qu'on fait, nous, à l'ONF en forêt publique. Bon, après, en forêt publique, voilà, on fait nos erreurs aussi. Moi, je pense que c'est beaucoup par manque de connaissances, puisque en discutant très vite, les gens prennent conscience des impacts et sont prêts à changer dans la mesure des contraintes économiques leurs pratiques. Euh, Après, voilà, c'est pas tout blanc, tout noir d'un côté, ni de l'autre. Par contre, c'est vrai que en forêt privée, ça va être plus difficile de toucher tous les forestiers. À l'ONF, on est peut-être mieux organisé. En fait, donc il y a le département recherche et développement qui forme des animateurs civicoles qui, eux, après interviennent en expertise et en formation auprès des agents locaux. Donc, on a vraiment un réseau qui permet de déployer la formation. Euh, En forêt privée, bah, il y a le CNPF-IDF, mais sont sous-dimensionnés par rapport au pourcentage de forestiers privés. Il faut savoir que seulement 25% de la forêt est publique et 75% est privée. Voilà. Tous les outils, tous les résultats de R&D que vous avez vus ont été co-construits avec la forêt privée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été long, hein. C'est un peu comme le GIEC dans ses rapports, hein. Il faut prendre en compte les avis de chaque partie prenante et de la filière aval aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment des outils qui sont forts dans le sens où ils ont été adoptés unanimement. Mais après, dans la diffusion, il y a du travail, quoi. C'est vraiment…
Oui, merci pour ça. Mais du coup, je rebondis sur une question commentaire d'Élodie Roulier. Qu'en est-il de la relation avec le développement d'une appli qui s'appelle BioClimSol, qui avait été développée suite aux travaux d'Algaïer dans le parc national régional du Haut-Languedoc, avec énormément de données pédologiques. Tu connais ça? Oui, oui, je connais ça. Et là, c'est plus pour des diagnostics de dépérissement forestier. Donc là, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est pas de la gestion durable des sols. C'est vraiment à essayer de prédire quand il faut changer d'essence parce que ça va pas tenir en climat changeant, en fait. Voilà. Alors, du coup, on a des ponts à faire entre nos deux applications, c'est certain. Pour l'instant, l'urgence, c'était vraiment d'avoir un outil qui aide au diagnostic insensé là, de sensibilité à l'export des menus bois et au tassement. C'est vrai qu'on a rajouté le diagnostic de réserve en eau, de réservoir en eau, et ça, du coup, c'est très en lien avec BioClimSol, mais c'est vraiment le seul pont entre les deux applications. Donc voilà, c'est quelque chose à travailler. On a aussi plein d'autres possibilités de pont, hein, puisque le CNPF-IDF a développé un indice de biodiversité qu'on voulait inclure dans l'application au début. Mais c'est toujours pareil, hein, dans le cadre d'un budget, on peut faire ce qu'on peut faire et c'est pas toujours facile d'inclure tout. Mais voilà, on espère qu'une fois que ça sera diffusé, d'arriver à faire des ponts entre applications ou d'enrichir cette application avec d'autres indicateurs. Oui, alors justement, tu parles d'indicateurs. Bon, un indicateur chez nous, les pédologues, pour ceux qui encouragent les faire, qui concerne la prise de densité apparente, de masse volumique. Moi, par contre, j'ai pu souvenir si dans les placettes de l'IFN, c'était fait systématiquement ou pas. Parce que si c'était le cas, il y a une banque de données impressionnante là-dessus. Non, la densité apparente n'est pas prise dans les relevés IFN. Dans les relevés IFN, il y a de la description de sol pioche sur 20 centimètres et tarière ensuite. Grâce à ces relevés de l'IFN, j'ai pu calculer le diagnostic insensé, mais le diagnostic terrain, hein, forcément. C'est donc les pourcentages que vous avez vus dans le tableau des recommandations, là, le pourcentage du territoire concerné par les classes de sensibilité. Voilà, les pourcentages qu'on voit en haut, là, 30% du territoire. Ça, c'est à partir des données IFN. On peut faire la même chose sur le diagnostic tassement, mais on ne peut pas aller bien plus loin avec ces données seules. Mais effectivement, c'est une richesse assez forte. Alors, les coordonnées sont floutées à 500 mètres près, donc ce qui en fait pas un outil de diagnostic local, clairement, c'est pas possible. Par contre, ça donne des grandes tendances par région écologique, en fait. Oui. Ok, je vérifie. Merci pour ça. Alors, alors là, il y a une longue question de Bernard Vincent. Est-ce que le réglementaire aurait du sens pour minimiser les ornières et favoriser l'exploitation par câble? Alors, on revient à l'histoire du câble. Par exemple, les amendes en fonction de la profondeur, des applications pour mesurer tout ça. Alors, dans Pratique Seul, on s'est pas basé sur des amendes, mais plutôt sur une co-construction entre l'exploitant et le gestionnaire. Donc, l'exploitant et le gestionnaire donc, ont toute une méthodologie pour se mettre d'accord sur le seuil à partir de quand ils arrêtent le chantier ou le seuil d'ornière à partir de quand l'exploitant doit remettre en état le cloisonnement. Alors, la remise en état, le problème, c'est qu'on n'a pas encore de solution vraiment très efficace d'un point de vue drainage du sol. Parce que la majorité de la remise en état, c'était on comble les ornières avec les bourrelets. Bon, ça casse pas la couche imperméabilisée du fond de l'ornière. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place des pratiques qui restaurent la capacité de drainage du cloisonnement. Alors, du sous-solage, des choses comme ça, mais ça a un coût qui, pour l'instant, n'était pas pris en charge. Mais voilà, le but de Pratique Sol, c'est vraiment d'essayer de créer un dialogue entre l'exploitant et le gestionnaire pour dire, ben voilà, moi, je tiens à mon capital. Toi aussi, puisque si tu veux continuer à récolter du bois, il faut que tu fasses attention au sol. Du coup, qu'est-ce qu'on se met comme limite? En plus, l'exploitant, c'est souvent lui qui revient faire l'exploitation d'après. Donc, si le cloisonnement est complètement dégradé, il ne pourra plus circuler sur le cloisonnement.
Donc, il n'a pas, c'est pas forcément dans son intérêt de dégrader le cloisonnement. Donc voilà. Donc, Pratique Seul, c'est vraiment un guide pour essayer d'amener ce dialogue-là. Et en ce moment, c'est pas mal déployé pour voilà, vraiment mettre ça dans les pratiques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne prenait pas le temps de créer ce dialogue. Je pense qu'en créant ce dialogue, on va déjà résoudre pas mal de problèmes. Après, bah, s'il faut en venir au réglementaire, on y viendra. La certification est quand même assez stricte sur les impacts par tassement. Donc, en théorie, une forêt où il y a de la circulation en plein, où il y a des ornières complètement dégradées, bon voilà, c'est quand même pas terrible. Bon, en plus, on a le public hein, qui réagit beaucoup à ces ornières, hein, donc c'est pas du tout dans notre intérêt de continuer à, enfin de continuer, d'ornierer. Après, les ornières, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, mais qui arrive parce que le poids de l'engin était un petit peu trop élevé. Il aurait fallu mettre des rémanents, ou même en mettant les rémanents, ça n'a pas suffi. C'est assez compliqué à prédire. C'est pour ça qu'on a encore pas mal de travail sur la prévention et avoir des outils un peu plus dynamiques. Parce que l'humidité des sols, clairement, le gestionnaire et l'exploitant, ils ne savent pas très, très bien l'estimer. Donc, c'est très compliqué d'avoir un diagnostic avant exploitation. Puis, une fois qu'on a déplacé l'engin, c'est compliqué d'interrompre un chantier quand même. Bon, ben, c'est pas mal tout ça. Eh bien, écoute, on va arrêter là. Il n'y a pas eu de flot de questions là, depuis 5 minutes. Je te remercie, Noémie, pour tous ces éclaircissements et cette discussion. Je vous propose une petite pause avant qu'on passe à l'AG. Ça permettra aussi aux gens qui avaient pensé ne pas pouvoir assister au webinaire de Noémie Pousse de se brancher à l'AG à 17 heures. Et on laisse connecter et puis on redémarre la séquence AG dans la foulée. Juste un dernier point, peut-être Noémie, rappeler sur la liste AFES les liens qui permettront aux gens d'aller prendre de l'info sur tout votre travail. Mettre des liens qui puissent retourner vers vos liens ONF et pour que les gens intéressés puissent prendre le temps de s'informer. Très bien. Merci, à tout de suite. À tout de suite.